Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié au numérique en santé. Donc, je me présente, Sonia Quignon, je suis responsable e-santé au sein de la Caisse primaire de la Somme. Je suis accompagnée de deux délégués numériques en santé, Madame Salir Arbi et Monsieur Olivier Josephovic. Donc, vous l'aurez bien compris, cette présentation va s'opérer à trois voix. Donc, une durée de webinaire de 45 minutes environ. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie discussion de Zoom. Soit nous y répondrons en fin de webinaire si nous avons encore un petit peu de temps. Sinon, nous vous ferons une réponse a posteriori sous forme de foire aux questions. Et bien évidemment, un replay du webinaire sera mis à votre disposition. Donc, ce webinaire est né d'une sollicitation lors de la dernière commission paritaire locale. Son objectif est de vous informer sur l'actualité du numérique en santé à travers donc, une présentation de mon espace santé. Nous allons voir comment vous, professionnels de santé, vous allez pouvoir consulter les données de santé de vos patients et alimenter le DMP alors que vous n'êtes pas encore entré dans le Ségur, pour ensuite voir comment vous alimenterez l'EMP dans le cadre du Ségur. Nous vous ferons aussi un point sur l'ordonnance numérique qui se déploie chez les médecins et dans les officines et qui progressivement s'étendra à tous les professionnels de... Ah, on n'entend plus. Euh, C'est bon? Vous m'entendez? Là, oui. D'accord, excusez-moi. Donc, je ne sais pas où ça s'est coupé. Donc, nous allons faire un point donc, sur mon espace santé, comment vous allez pouvoir alimenter et consulter le DMP alors même que vous n'êtes pas encore entré dans le Ségur. Puis, nous verrons comment vous allez faire pour alimenter le DMP lorsque vous allez entrer dans le Ségur. Nous vous ferons un point sur l'ordonnance numérique qui se déploie chez les médecins et dans les officines et qui progressivement va s'étendre chez tous les professionnels de santé. Enfin, à l'heure où les échanges de données s'intensifient, nous ferons aussi un point sur la cybersécurité. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de couper vos micros si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans l'onglet discussion. Alors, mon espace santé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2019, une feuille de route du numérique en santé définit les grands axes de développement du numérique dans notre système de soins. Donc, une des mesures phares de cette feuille de route du numérique en santé a été la création pour tous les usagers rattachés à un système de protection de santé, quel qu'il soit, donc, a été de créer un espace numérique en santé qu'on appelle mon espace santé. Donc, l'idée, c'est de repositionner l'usager au cœur de sa santé pour le rendre acteur, parce que c'est le premier concerné par ces données de santé. Mon espace santé, c'est un espace de confiance, un outil, un service qui évolue constamment, car il est co-construit en concertation avec les citoyens. Donc, mon espace santé, il a été créé donc, en 2022. Sa généralisation a eu lieu en 2022 pour tous les usagers du système de santé français. Donc, contrairement au DMP qui existait depuis 10 ans et qui nécessitait, pour qu'il soit alimenté, que l'usager ou que le professionnel de santé crée l'espace santé, là, l'État a fait une création, ce qu'on appelle en opt-out, c'est-à-dire qu'il a prévenu l'usager par courrier ou courriel que mon espace santé allait arriver. Et dans un délai de 6 semaines, si l'usager ne s'était pas opposé à sa création, l'État procédait à une création automatique. Donc, cet espace de confiance va permettre à l'usager de stocker ces données de santé et de les partager avec les professionnels de santé qui vont entrer dans son parcours de soins.
C'est censé simplifier le parcours de soins de l'usager tout au long de sa vie, évidemment. Et puis, mon espace santé va sécuriser les données de santé des citoyens. Comment? Les données sont hébergées en France et puis pour accéder à l'outil, au service Mon espace santé, évidemment, il y a un identifiant, un mot de passe, mais il y a un code à usage unique, donc une double authentification. Maintenant, je vais vous présenter les fonctionnalités de mon espace santé. Donc, vous voyez, c'est un espace de confiance avec 4 briques, donc 4 fonctionnalités, dont seules 3 sont disponibles à ce jour. Donc, mon espace santé a été construit autour du DMP. Donc, on retrouve bien le dossier médical. C'est le lieu où les professionnels de santé et les usagers vont pouvoir retrouver les données de santé. Donc, le professionnel de santé comme l'usager vont pouvoir alimenter le dossier médical, mais aussi le consulter. Donc, ça va être les comptes rendus d'hospitalisation, de biologie, de radiologie, les ordonnances, le volet de synthèse médicale. Pour vous, ce sera le bilan orthophonique, par exemple. Et puis, la petite nouveauté de mon espace santé, je vous rappelle, hein, on met l'usager au cœur de sa santé, on veut le rendre acteur. Il y a aussi toute une partie profil médical que l'usager va pouvoir Je renseigner. veux pas forcément qu'on voit ma tête. Donc, ses antécédents familiaux. Oui, mais je veux pas qu'on la voie. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Merci. Donc l'usager va pouvoir, renseigner ses antécédents médicaux, ses vaccinations, ses hospitalisations, les traitements en cours, ses allergies, ses mesures de santé. Il va avoir accès, aux informations liées aux dons d'organes et il va pouvoir aussi, se positionner sur ses directives de fin de vie. La deuxième brique, c'est la messagerie, sécurisée, citoyenne. Donc, à l'instar de ce que vous connaissez, vous avez possédé une messagerie sécurisée en santé, souvent Mélise, et l'usager, dans son espace santé, va lui aussi bénéficier d'une messagerie sécurisée qui va lui permettre d'échanger des messages et des données de santé avec les professionnels de santé qui vont entrer dans son parcours de soins. Alors, je vous rassure, ces échanges ne pourront avoir lieu qu'à l'initiative du professionnel de santé. Il n'est pas question, évidemment, que l'usager écrive à tout va au professionnel de santé. Donc, c'est bien la première conversation est à l'initiative du professionnel de santé et le professionnel de santé donnera ou non l'opportunité à l'usager de lui répondre s'il attend une réponse. La seule possibilité pour l'usager, à son initiative, il pourra transmettre l'ordonnance à la pharmacie, son ordonnance à la pharmacie de son choix pour que celle-ci puisse délivrer ses médicaments. Donc c'est la seule initiative que pourra se permettre l'usager. La troisième fonctionnalité, c'est le catalogue de services. Donc, catalogue de services qui a été mis en place donc, en novembre 2022. Aujourd'hui, donc, c'est un catalogue qui comporte des applications sur la santé et le bien-être, mais aussi quelques portails d'accès tels que le compte Amélie, par exemple. Donc, ce sont des applications qui sont labellisées par les pouvoirs publics et qui vont pouvoir apporter des réponses sérieuses aux usagers. Dans un courant de l'année 2024, il est prévu que l'usager puisse faire interagir ses données de santé avec une application du catalogue de services pour pouvoir obtenir des conseils en santé personnalisés. Et puis prochainement, donc c'est prévu aussi pour fin semestre 2024, début du deuxième semestre, un agenda qui va permettre à l'usager de recevoir des rappels de vaccination ou de prévention. Donc, vous voyez que par cet espace de confiance, on veut donner la main aux usagers sur leur santé. Alors, côté professionnel de santé, comment ça se passe? Bah, vous voyez, pour vous, rien ne change. Quand vous allez consulter ou alimenter les données de santé de votre patient, vous passerez par le DMP. Donc, aujourd'hui, en ce qui vous concerne, si vous voulez aller consulter une donnée médicale de votre patient ou
aller alimenter le dossier médical de votre patient, il va falloir passer par le web DMP. Quand vos logiciels seront référencés Ségur, vous pourrez directement accéder au DMP depuis votre logiciel métier. En ce qui concerne les échanges de messages sécurisés, évidemment, vous allez passer par Mailise, votre messagerie sécurisée en santé. Côté usager, un seul portail d'accès, Mon Espace Santé. Donc, en ce qui concerne votre profession, donc les demandes de référencement de vos logiciels sont prévues pour 2024, pour une mise à jour prévue en 2025. Donc, comment consulter et alimenter le DMP? Donc, aujourd'hui, je vous le disais, vous allez pouvoir le faire via le web DMP. Donc là, je vais laisser la main à Olivier, qui est délégué numérique en santé et qui va vous partager le web DMP pour vous montrer comment vous allez pouvoir consulter, comment vous allez pouvoir alimenter le DMP de vos patients. Donc, Bien. voilà, Olivier, je te laisse la main pour le partage. Merci Sonia. Donc voilà, effectivement, donc là, en attendant, comme on l'a dit, donc les versions Ségur de vos logiciels, aujourd'hui, si vous souhaitez donc consulter, alimenter le dossier médical partagé, il faut aller donc sur le web DMP. Donc aller sur le web DMP, concrètement, vous allez sur Internet, alors voilà, et nous allons voir comment consulter celui-ci. Donc pour consulter le dossier médical partagé, vous allez sur Internet, donc n'importe quel type de navigateur, et vous tapez dans la barre d'adresse dmp.fr. Vous n'agissez pas en tant que patient, mais en tant que professionnel de santé. Vous allez accéder au DMP et ensuite vous identifiez soit avec la carte CPS, soit éventuellement via Pro Santé Connect, c'est-à-dire en fait via la ICPS que vous auriez téléchargée et installée sur votre smartphone. En cliquant sur la carte ici, carte CPS, vous allez être authentifié. On va vous demander votre code porteur à 4 chiffres et vous allez accéder à la page d'accueil du dossier médical partagé. Donc vous êtes authentifié ici en tant que professionnel de santé. Donc là, ça serait marqué orthophoniste. Et vous devez saisir le cadre d'exercice dans lequel vous consultez le dossier médical partagé. Donc, pour une consultation au cabinet, par exemple, ça sera ambulatoire, mais vous pouvez aussi choisir un cadre d'exercice de consultation du DMP, par exemple, en établissement de soins. Donc là, on va mettre en ambulatoire. Vous allez pouvoir authentifier votre patient pour lequel vous souhaitez consulter le dossier médical partagé. Donc vous avez la carte vitale et un lecteur. Dans ces cas-là, vous pouvez lire la carte vitale. Vous ne disposez pas de la carte vitale et ou d'un lecteur. Dans ces cas-là, vous pouvez identifier votre patient en saisissant son numéro de sécurité sociale avec la clé à la fin. Une fois que vous avez donc identifié votre patient, ici, vous l'avez ici, et vous voyez éventuellement que ou pas le DMP est activé. Et on accède au dossier médical partagé. Avant de consulter le dossier médical partagé, vous devez avoir le consentement de celui-ci. Donc c'est un consentement oral, nul besoin d'avoir un consentement écrit. Et donc c'est ce qu'on appelle les autorisations d'accès. Donc là, aujourd'hui, le patient ou éventuellement son représentant légal, s'il s'agit donc d'enfants mineurs, a donné son autorisation pour accéder à son dossier médical partagé. Sachez qu'il existe aussi la possibilité de consulter le DMP en urgence, donc notamment les urgences à l'hôpital, le cadre d'exercice et la situation, ça sera plus souvent ici le patient qui a donné son autorisation d'accès. Et nous allons accéder au dossier médical partagé. Vous arrivez sur la page d'accueil de votre patient. En partie centrale ici, les derniers documents qui ont été rajoutés au dossier médical partagé. Et ici, sur la partie de gauche, différents onglets, donc notamment la liste de tous les documents du dossier médical partagé, donc pas uniquement que les derniers, mais vous allez voir aussi que nous allons pouvoir rajouter un document. Le dossier médical partagé peut être alimenté donc par les professionnels de santé comme vous. Il peut être aussi alimenté par le patient lui-même, notamment lorsqu'on l'a vu précédemment, le profil médical qui est généré depuis l'espace santé.
Et dans ces cas-là, le profil médical vous donne les antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux, les vaccinations qu'aurait donc enregistré le patient depuis son espace santé. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de consulter les documents qui ont été alimentés par l'assurance maladie. Ce sont les données de remboursement. Donc, on va cliquer là sur la partie centrale et on va accéder aux derniers documents qui ont été alimentés ici dans le dossier médical partagé et je souhaite éventuellement consulter le compte-rendu d'examen de biologie. Je clique sur le lien et on va pouvoir visualiser le compte-rendu d'examen de biologie tel qu'il a été produit par le laboratoire. Voilà, donc j'ai cliqué sur le lien. Je visualise en format PDF le compte-rendu de biologie. Je peux le consulter et éventuellement, si je le souhaite, et si cela correspond à mon exercice, je peux le télécharger, l'enregistrer sur mon ordinateur ou éventuellement l'intégrer dans le dossier patient de mon logiciel métier. Vous pouvez aussi consulter via l'onglet à gauche ici, tout type de documents qui se trouvent dans le dossier médical partagé. Nous avons l'exemple ici, dans les certificats et déclarations, vous avez historique des vaccinations. Et dans ces cas-là, le document ici pourrait être visualisé via l'historique des vaccinations en cliquant sur le lien. Je retourne sur la partie donc accueil du dossier médical partagé de mon patient et nous allons voir comment ajouter un document. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la partie centrale, les onglets à gauche. On a vu la liste des documents qui constituent le dossier médical partagé et nous allons pouvoir ajouter un document. On arrive sur cette page-là. Donc, vous pouvez, par exemple, ajouter un bilan orthophonique que vous auriez préalablement enregistré sur votre ordinateur. On fait parcourir et on va aller chercher le document pour qu'il puisse être alimenté dans le dossier médical partagé. On va typer aussi le document pour que le document puisse aller au bon endroit dans le dossier médical partagé. Un bilan orthophonique, on va le mettre dans l'onglet Synthèse. Vous mettez aussi le titre du document, donc bilan orthophonique, pour ce qui puisse être visible correctement au niveau donc, de la page d'accueil notamment. Et ensuite, vous allez choisir la confidentialité du document. Alors, soit vous décidez que le bilan orthophonique est visible par toute personne autorisée à accéder au dossier médical partagé de votre patient, c'est-à-dire le patient lui-même et les professionnels de santé, donc c'est généralement le cas. Un document qui ne serait pas visible par le patient, voilà, que vous souhaiteriez néanmoins pouvoir partager avec les professionnels de santé, mais non visible par le patient lui-même. Des documents qui seraient donc masqués aux professionnels de santé, donc ce sont des documents qui sont intègres dans le dossier médical partagé, ou éventuellement aussi des documents invisibles aux représentants légaux dans le cas d'enfants mineurs, notamment pour des jeunes filles dans certaines situations. Dans ces cas-là, le document n'est pas visible par les représentants légaux. Dès lors que vous avez rempli donc tous les champs, vous avez choisi votre fichier, vous pouvez donc faire ajouter le document. Donc là, on va dire qu'on va typer le document, c'est la partie dont je vous indiquais tout à l'heure. On va l'ajouter. Vous visualisez ici le document, donc on va imaginer que c'est bien un bilan orthophonique. Vous allez confirmer l'ajout de ce document. Et là, voilà, le document est ajouté au dossier médical partagé. Cela vous est confirmé ici. Vous auriez ici votre identification en tant que professionnel de santé et le type de document, le document typé comme vous l'avez indiqué précédemment. Soit vous ajoutez un autre document si cela est nécessaire, soit vous retournez donc à la liste des documents ou alors vous retournez au récapitulatif. Voilà comment donc vous pouvez aujourd'hui consulter, alimenter le dossier médical partagé. Et donc je laisse la main à ma collègue qui va vous présenter l'identité nationale de santé.
Donc voilà, Olivier vient de vous présenter donc le web DMP, donc l'alimentation du DMP, la consultation du DMP de vos patients que vous pouvez d'ores et déjà réaliser. Demain, votre logiciel métier sera référencé Ségur. Vous pourrez donc accéder au DMP directement depuis votre application métier, mais vous allez voir que pour alimenter le DMP, il y a un prérequis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'identité nationale de santé. Donc, je laisse la main à Salia. C'est Salia qui va vous la présenter. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'INS, l'identité nationale de santé. Donc, lorsque votre logiciel sera référencé et mis à jour, vous allez avoir accès à un téléservice INSI. Alors, il faut savoir que l'INS, effectivement, est un prérequis indispensable à l'alimentation et à la consultation du DMP. Donc, c'est quoi l'INS? C'est les 5 traits d'identité de votre patient. C'est son nom de naissance, son prénom, sa date de naissance, son sexe et son lieu de naissance. La qualification de l'INS, c'est pour être sûr d'avoir le bon numéro de sécurité sociale, une seule et unique identité qui sera partagée par tous les acteurs de santé. Clairement, c'est pour être sûr d'alimenter le bon document dans le bon dossier de votre patient. Donc là, ce qui est intéressant à l'écran, on vous a mis un exemple avant la qualification de l'INS et après la qualification de l'INS. Donc, on a un usager, Madame Loiseau, épouse Dubois, qui va se rendre auprès de 3 professionnels de santé différents. Donc, on voit bien, elle se rend chez son médecin et c'est Madame Loiseau, puis chez son pharmacien et c'est Madame Dubois, puis à l'hôpital et c'est Madame Dubois-Loiseau. Donc, on voit bien qu'il y a 3 traits d'identité différents. Grâce à la qualification de l'INS, on retrouve bien une seule et unique identité qui pourra donc être partagée par tous les acteurs de santé. Donc, vous l'avez bien compris, l'intérêt de l'INS, c'est vraiment pour l'identitovigilance, pour avoir un accès facile pour l'alimentation et la consultation du DMP. On va passer à la slide suivante. Sonia, si tu peux juste passer à la slide suivante. Excuse-moi, j'étais en Non, train de c'est pas répondre grave. à la petite question qu'il y avait dans le chat. Donc voilà, ça c'est simplement pour vous communiquer l'intérêt de l'INS, comme je vous l'expliquais, l'identitovigilance, faciliter les échanges et le partage de données de santé entre vous et vos différents interlocuteurs. Donc ça sera un prérequis indispensable lorsque l'INS, le téléservice INSI, sera accessible au sein de votre logiciel. Donc je vais repasser la parole à Olivier qui va vous présenter la matrice d'habilitation du DMP. Merci Salia. Donc oui, voilà. Donc là, on vous a présenté mon espace santé, le dossier médical partagé. On vous a dit qu'on pouvait y avoir accès parce que vous êtes professionnel de santé, que vous pouviez consulter et alimenter le dossier médical partagé. Il existe une matrice d'habilitation que vous pouvez retrouver sur le site dmp.fr et qui définit en fait, selon la spécialité, quel type de document vous pouvez consulter. Par exemple, pour un médecin généraliste ou tout autre médecin, et notamment le médecin traitant, il a accès à l'intégralité du dossier médical partagé, que ce soit la synthèse du profil médical généré via l'espace santé du patient lui-même, où ça reprend les antécédents, les pathologies, les traitements long cours, que ce soit les comptes rendus d'imagerie, l'historique des vaccinations, les données de remboursement de l'assurance maladie et les directives anticipées. Voilà, ça c'est donc le profil du médecin généraliste en termes de consultation du DMP. Et après, pour toutes les spécialités, pareil, il y a une matrice d'habilitation. Donc pour vous, en tant qu'orthophoniste, vous avez aussi la matrice d'habilitation, dont vous avez accès à l'intégralité du dossier médical partagé, mais par exemple, les directives anticipées, qui ne sont pas en fait un document utile dans le cadre de votre exercice, ça c'est décidé comme ceci, et bien voilà, vous n'y avez pas accès. Voilà, donc pour chaque profession, une matrice d'habilitation. Alors, comment mon espace santé s'intègre dans les usages? Donc voilà, on vous a mis un petit schéma qui représente bien l'articulation d'utilisation de mon espace santé, avec au cœur le patient qui est acteur de sa santé et qui est au cœur des échanges de données de santé. Donc, vous voyez qu'autour, on a tous les professionnels de santé qui intègrent le parcours de soins de l'usager, que des liens se créent entre le patient et les différents professionnels de santé. Donc,
c'est le dépôt de documents par le biais des services et référentiels socles du Ségur du numérique en santé, tels que l'INS que vient de vous présenter Salia ou l'alimentation du DMP. Vous voyez aussi que vous pouvez vous connecter via ProSanté Connect. Donc voilà, tous ces services et référentiels socles. Puis vous voyez qu'autour de chaque professionnel de santé sont reliés. Voilà, sont reliés parce que ces données de santé vont pouvoir être partagées entre les professionnels de santé, tout simplement pour mieux soigner et mieux accompagner le patient. Donc demain, vous, tous les professionnels de santé, libéraux, il n'y a pas que vous d'ailleurs, il y a aussi les infirmiers, il y a les kinés, enfin voilà, tous les professionnels de santé qui ne sont pas encore rentrés dans le Ségur, mais qui vont y rentrer pour 2025 a priori. Donc, vous allez faire partie de ce cercle et de cette synergie à 360 degrés. Donc, nous souhaitions vous faire un petit point sur l'ordonnance numérique et là, je repasse la main à Salia. Merci Sonia. Alors, l'ordonnance numérique, vous avez certainement dû en entendre parler. L'ordonnance numérique, elle vise à dématérialiser et sécuriser le circuit de la prescription entre les prescripteurs et les prescrits, et les professionnels de santé prescrits. Donc, je vais plutôt vous montrer un schéma qui illustre bien le circuit de la prescription. Donc là, on a bien un médecin puisque c'est déployé actuellement auprès des médecins. Donc, le médecin rédige sa prescription à partir de son logiciel d'aide à la prescription. Donc, l'ordonnance numérique va s'enregistrer dans un premier temps dans la base e-prescription. Donc, la base e-prescription, c'est une base de données sécurisée, hébergée en France et gérée par l'assurance maladie. En parallèle, l'ordonnance va s'enregistrer dans le DMP, donc accessible pour vous en tant que professionnel de santé. Donc, elle s'enregistrera automatiquement grâce au logiciel Ségur dans le DMP. Et le patient pourra retrouver son ordonnance numérique dans son espace santé. Donc, le patient va se rendre chez son pharmacien. Le pharmacien va scanner le QR code, accède à la prescription, exécute les actes et les enregistre dans la base e-prescription. Ce qui change également dans le circuit de la prescription, donc le médecin prescripteur aura la possibilité, s'il le souhaite, avec l'accord de son patient, pourra, s'il le souhaite, donc consulter la délivrance ou les données d'exécution. Donc, comment elle se présente? Donc, on va pouvoir vous montrer la présentation de l'ordonnance numérique. Donc, voilà, c'est une ordonnance classique comme aujourd'hui, sauf ce qui va changer. Alors là, donc, nous avons bien les informations relatives au prescripteur, les coordonnées du patient. Nous avons donc le contenu de la prescription et ce qui va changer, c'est le fameux QR code avec un numéro de prescription unique qui va permettre de sécuriser l'ordonnance. Voilà, je repasse la parole à mon collègue qui va vous... Voilà, c'est ça. Bien, merci Salia. Alors, donc là, on vous parle de mon espace santé, du DMP, on vous parle d'INS, on vous parle de beaucoup de choses. Ce sont donc des données de santé donc sensibles. Il nous paraissait donc relativement naturel et important de vous faire donc une thématique sur justement la cybersécurité. Et on va regarder un tout petit peu la cybersécurité dans le prisme en fait d'Amélie Pro, puisque nous sommes assurance maladie, donc on peut parler d'Amélie Pro, et vous expliquer donc ce qui s'est passé, notamment à la fin de l'année 2021. En fait, le compte Amélie Pro a fait l'objet d'attaques, donc de cyberattaques, et notamment en fait sur la récupération donc d'identifiants et de mots de passe qui étaient utilisés par les professionnels de santé. Donc, ça génère forcément donc, des accès à des comptes de professionnels de santé, eux aussi en corollaire à des accès donc, à des téléservices de l'assurance maladie par des personnes qui n'étaient pas professionnels de santé, et aussi des créations de comptes frauduleux. Donc, au regard de ce constat,
La CNAM a quand même réagi assez vite. La CNIL a demandé à la Caisse nationale donc, de répondre à un plan de remédiation. Donc, que veut dire un plan de remédiation? En fait, c'est un plan où la CNIL exige de la Caisse nationale qu'elle mette en place des actions justement pour éviter de nouveau de cyberattaques et augmenter la sécurité en fait de son compte, du compte Amélie Pro pour les professionnels de santé. Donc, vous souvenez-vous, avant, il n'y avait pas de CAPTCHA lorsque vous identifiez avec votre identifiant, votre mot de passe. Maintenant, vous avez un CAPTCHA, la petite image qui n'est pas forcément très lisible, mais c'est une condition de sécurité pour avoir accès au compte Amélie Pro. Ensuite, on a eu aussi une modification du mot de passe. Avant, on pouvait mettre 8 caractères. On est passé à 12 caractères pour le rendre un peu plus long. Ensuite, on n'a plus la possibilité de réutiliser un mot de passe qui a déjà été utilisé auparavant. Donc, les 3 derniers mots de passe sont enregistrés et ne peuvent plus être utilisés pour pouvoir accéder au compte Amélie Pro. Voilà, donc ce sont toutes ces petites actions-là qui ont fait que voilà, aujourd'hui, le compte Amélie Pro augmente en sécurité. Alors, j'ai parlé beaucoup du mot de passe. Donc, le mot de passe, c'est quand même la pierre angulaire de la sécurité. Le mot de passe, vous le savez, et c'est des choses qu'on va dire pour le compte Amélie Pro, mais c'est aussi des choses que l'on peut se souvenir lorsqu'on a donc des comptes professionnels sur certains sites. Par exemple, si vous avez des logiciels pour lesquels vous vous connectez avec un mot de passe, ou alors dans la vie personnelle, vous avez certainement des comptes avec des mots de passe, des identifiants. Donc ça peut être tout à fait transposable à tous ces sujets-là. Par évidence, un mot de passe, il doit être unique, il doit être long et complexe. Long, au moins 12 caractères, et complexe, ça veut dire qu'en fait, on mélange les minuscules, les majuscules, les caractères spéciaux. Et si pour certains d'entre vous, vous utilisez un générateur de mots de passe, KeePass, par exemple, c'est un exemple comme un autre, vous pouvez l'utiliser donc pour générer des mots de passe sur différents sites. Pour celui du compte Amélie Pro, notamment, puisqu'on est dans le cadre professionnel, on vous sollicite des fois où on vous rencontre, et bien souvent on dit mettez un mot de passe. Bien sûr, un mot de passe Amélie Pro ne doit pas être identique à celui que vous utilisez pour votre messagerie sécurisée Mailise. Ou alors sur votre session au niveau de votre logiciel métier, ou éventuellement différent de ceux que vous utilisez sur d'autres sites Internet ou applications. Pensez à changer, je sais que ce n'est pas facile, régulièrement le mot de passe et bien évidemment ne pas le communiquer. Donc ce que je disais, surtout les mots de passe aujourd'hui Amélie Pro sont mémorisés, donc on ne peut pas les réutiliser. On ne se fait pas un petit carnet ou un fichier avec l'intégralité des mots de passe, c'est une évidence. Ensuite, concernant spécifiquement le compte Amélie Pro, vous avez certainement remarqué qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de regarder les dernières connexions à votre compte Amélie Pro. Et justement, malgré toutes ces précautions sur le mot de passe, malgré toute votre vigilance, il se peut éventuellement que vous ayez une suspicion d'une activité suspecte de connexion à votre compte Amélie Pro, ou éventuellement vous avez perdu votre matériel, le PC portable éventuellement. Dans ces cas-là, en cas de difficulté pour le compte Amélie Pro, vous pouvez nous contacter, nous en tant que délégué numérique en santé, ou le 3608, et nous avons des possibilités, notamment de bloquer un compte ou de changer donc nous-mêmes les adresses de messagerie pour la gestion de votre compte. Là, c'est l'illustration de ce que je dis depuis tout à l'heure sur les mots de passe, quand je dis qu'un mot de passe doit être long, complexe et unique. Donc ça, c'est un tableau qui vous donne un tout petit peu la durée qui pourrait être utile à trouver un mot de passe. Donc un mot de passe, si on prend la première colonne composée uniquement de nombres où il n'y a que 4 ou 5 nombres, en fait, avec les moteurs aujourd'hui, on peut trouver un mot de passe immédiatement. Par contre, si vous êtes sur des mots de passe avec 12 caractères, composé aussi de lettres majuscules, de lettres minuscules, de caractères spéciaux. Donc là, vous voyez que la durée, en fait, pour pouvoir trouver ce type de mot de passe est beaucoup plus longue. Voilà. Donc c'est l'illustration, en fait, de ce que je viens de dire précédemment.
Et dernière thématique qu'on voulait aussi aborder avec vous, c'est concernant le phishing. Alors, le phishing, ou hameçonnage en français, c'est en fait récupérer les données personnelles de l'utilisateur lorsqu'il se connecte à un site Internet dit de confiance, mais en fait, quand il se connecte sur ce site Internet-là, ce n'est pas, par exemple, celui de l'assurance maladie ou celui des impôts ou autre, d'un organisme de confiance. Alors, comment se prémunir de ce genre de malveillance? Donc, pour le compte Amélie Pro, en tout cas, vous pouvez vérifier dans votre navigateur l'adresse URL du compte Amélie Pro là, qui s'affiche ici, donc HTTPS. Alors, juste petite information, quand il y a le S, ça veut dire que c'est un site sécurisé. Ce qui ne suffit pas, derrière, il y a aussi l'adresse du compte Amélie Pro. Donc ça, déjà, d'un coup d'œil, on peut visualiser déjà si on est bien sur le bon compte Amélie Pro de l'assurance maladie. On l'a dit, ne jamais fournir d'identifiant mot de passe, mais que ce soit par téléphone, qui vous contacterait directement ou par un SMS. Donc aujourd'hui, l'assurance maladie ne vous appelle pas pour vous demander vos identifiants du compte Amélie Pro, ne vous contacte pas pour vous demander votre mot de passe de votre compte Amélie Pro. Malgré en fait toutes les précautions, malgré le fait que vous ayez vérifié que c'était bien le compte Amélie Pro, si éventuellement vous suspectiez voilà, une ingérence dans votre système informatique, quelque chose qui ne vous semble pas cohérent par rapport à votre activité, on aurait tendance naturellement à dire, voilà, j'éteins tout de suite mon ordinateur pour me prémunir de la suite. Absolument pas. Il ne faut pas éteindre son ordinateur, il suffit juste de le déconnecter du réseau. Donc, si vous êtes en Wi-Fi, vous coupez la Wi-Fi. Si vous avez un câble réseau, vous retirez le câble réseau, mais surtout ne pas éteindre l'ordinateur pour la simple et bonne raison en fait, que toutes les traces sont enregistrées sur l'ordinateur et si vous l'éteignez, ces traces-là sont perdues. Et vous, comme vous êtes professionnel de santé, que vous échangez des données de santé, que vous stockez des données de santé, si vous êtes victime donc, de phishing, que ce soit par SMS frauduleux, donc par escroquerie téléphonique, par lien Internet, donc vous avez une adresse mail pour nous contacter concernant le phishing, donc c'est abuse@assurance-du6maladie.fr ou alors vous avez un site internet https www.33700.fr pour un SMS frauduleux. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous êtes professionnel de santé, vous avez des données sensibles, il faut déposer plainte auprès de la gendarmerie ou de la police. Et concernant donc un petit rappel, l'utilisation de votre carte CPS, on ne prête pas du tout sa carte CPS, jamais, et on ne fournit non plus son code porteur ou son code PIN à 4 chiffres. Très bien, merci Voilà. Olivier, merci beaucoup. Donc, sur cette slide, on vous rappelle que si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez contacter l'équipe de délégués numériques en santé de la Somme, dont vous avez les noms là à l'écran, qui a une adresse mail générique, donc qui permettra aux délégués numériques en santé de vous recontacter. Et si vous souhaitez avoir un contact téléphonique sur amélie.fr, évidemment, vous pourrez retrouver les coordonnées téléphoniques des délégués numériques en santé. Je vous souhaite un agréable après-midi. Merci Merci à beaucoup. tous. Au revoir. Au Bon revoir. après-midi, au revoir. Au revoir.